Donc, bienvenue à cette autre formation sur le développement web moderne. On s'était laissé la semaine passée avec le principe des états avec React. Donc, on avait vu comment ajouter à notre application des informations qui allaient être dynamiques dans l'application. Donc, le principe, c'est de dire quand l'application, on est en train de travailler avec une librairie qui nous permet de faire ce qu'on appelle des Single Page Applications, des SPA, ou des applications web monopage, si vous voulez ça en français. Donc, le principe de ça, c'est d'être capable d'avoir plusieurs informations qui se modifient sans avoir à changer de page. Donc, pour être capable d'avoir ça, il faut avoir une gestion des données, une gestion d'état qu'on appelle, qui nous permet de travailler avec cette possibilité-là. Dans le cas de React, on avait l'utilisation des states. Okay? Donc, on avait ce qu'on appelle des hooks avec la fonction useState qui me permet de représenter des modifications d'événements dans mon application. Donc, on avait vu que le state, c'était nécessaire à la place d'utiliser des variables parce que quand on a une application, on ne veut pas nécessairement rafraîchir, on ne veut pas redessiner dans la fenêtre toutes les parties de l'application à chaque fois qu'il y a un changement. Je veux focaliser mes modifications possibles. Donc, le state, c'est un mécanisme qui gère tout ça par lui-même derrière les rideaux. Donc, on n'a pas besoin de faire trop attention, mais il faut être capable d'utiliser le state correctement pour être capable de faire cette gestion-là. Donc, on s'était laissé la semaine passée avec un exercice d'un clicker qui me permettait de avoir un compteur qui avait deux boutons à l'intérieur. Un pour cliquer qui va avoir l'incrémentation d'un compteur, puis un deuxième qui va être pour resetter la valeur du compteur. Donc, on va l'implémenter ensemble à l'instant même. Donc, j'ai ici cloné le projet initial qui me donne un seul bouton de test. On avait vu aussi le principe d'utilisation de librairies externes. Donc, on avait vu ici l'utilisation des librairies de React Bootstrap. Donc, React, c'est la plus grande librairie front-end qui existe sur le web. Donc, il y a pas mal de monde qui ont fait pas mal de stocks, pas mal intéressants que nous, on peut juste réutiliser. Donc, on avait la librairie Bootstrap qui était Reactified, puis qu'on pouvait utiliser directement dans des components habituels. Donc, on a ouvert ici notre app.js. C'est là-dedans qu'on va travailler pour l'instant. Donc, on peut mettre de côté l'approche du projet. Je peux même me donner peut-être un petit peu plus de place, considérant qu'en ce moment, j'ai juste un bouton. Donc, à l'intérieur, on avait vu aussi la gestion, la semaine passée, la gestion des événements dans React. Donc, quand on avait des boutons, on avait la méthode onClick. Donc, habituellement, le onClick dans l'HTML, c'est tout en minuscule. Là, on avait ça avec du camel case, de la même manière qu'on avait les class names en camel case. Donc, ça essaie d'être du code. Là, donc, ça a changé quelques noms. Ensuite, deuxième modification importante quand on travaille avec React, l'élément que je veux avoir, ça ne sera pas un appel de fonction. Ce que ça va être une référence à une fonction déjà existante, puis ce que je vais envoyer, c'est seulement la référence. Donc seulement le nom de la fonction, pas un appel de cette fonction-là. Donc ici, ce qu'on utilise dans l'exemple qui vous est donné initialement, c'est en fait une fonction fléchée, un arrow function, que j'ai déclaré directement, puisqu'on avait vu que les expressions dans JavaScript, ça pouvait contenir des fonctions. Donc, on peut se faire des fonctions dans des variables que je vais pouvoir ensuite appeler. Bien, ici, à la place d'avoir une variable intermédiaire qui contient ma fonction, j'ai ici une déclaration de fonction. Donc, ce n'est pas l'appel directement que j'ai ici, c'est la déclaration que j'ai qui va être invoquée quand je fais mon onClick. Fait qu'avec cette
utilisation-là courante, quand je regarde ma console en ce moment, quand je clique sur mon bouton, ça l'active le console log pour être capable de faire activer mon événement. Là, ce qu'on voulait, c'est rajouter un state qui va être capable de gérer un compteur et qui va être capable de représenter ça directement dans mon application. Fait qu'on va y aller, comme d'habitude, par étapes. Fait que la première étape, ça va être de rajouter une information qui va avoir un impact sur l'affichage. Donc ici, le mot-clé, là, quand on travaille avec les states, c'est est-ce que cette information-là va à n'importe quel moment avoir un impact sur l'affichage? Donc, est-ce que ça va être modifié un moment donné durant la vie de mon application? Si c'est oui, ben, il faut absolument que ce soit un state. Pour utiliser les states, on va sortir de notre librairie React la fonction useState. On va utiliser cette fonction-là en déclarant deux variables. Donc, une variable qui va être la valeur en lecture seule. Donc, je peux l'utiliser pour faire de l'affichage, mais je n'ai pas le droit de la modifier, sinon ça va casser mon application, puis je ne peux plus garantir qu'est-ce qui va se passer. Donc, pour partir ces éléments-là, on va utiliser la fonction useState qui va recevoir la valeur initiale à laquelle je veux avoir cet état-là. Dans ce cas-ci, je veux que ça soit 0. Hein, parce que je veux avoir un compteur qui commence à 0. Fait que si je veux avoir ça à l'intérieur, je peux dire que j'ai le count qui va être égal à mon count. Fait que j'ai maintenant ici mon compteur. OK? Je peux voir que ça prend bien la valeur 0 que j'ai définie initialement. Parfait. On a un bon début. Là, la deuxième chose qu'on veut faire, c'est être capable de, quand je clique sur le bouton, d'être capable d'incrémenter la valeur de mon compteur. Fait que je vais vouloir me faire une fonction à part, hein, donc je vais vouloir changer la fonction ici. Puisque, donc je pourrais l'écrire directement, ok, ici la fonction, puis après ça la mettre à l'intérieur, mais puisque cette fonction-là, son but, ça va tout simplement d'être un changement, ben, puis qui va juste avoir une instruction, je peux directement modifier l'information ici. Donc, ce que je veux faire, c'est utiliser le setCount. Juste pour indiquer, hein, puis quand on écrit, on veut toujours faire ça en étapes. Là. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est juste changer le count. Je veux le mettre à 10. Fait que je rafraîchis mon application. Et quand je clique sur test, je peux voir que effectivement le compte a été mis à 10. Hein, on se souvient aussi qu'on avait parlé des React DevTools, hein, donc qui me permet d'avoir dans ma console de mon navigateur l'outil Component. Donc, je peux, dans mon bouton, voir que en ce moment, on a... ben, il n'est pas dans le bouton en ce moment, il est dans l'app. Le state qui est à 0, quand je clique, ça met à jour le state. On a maintenant un state qui est à 10. Fait que ça, en fait, ça va être qu'est-ce que je veux faire quand je veux faire mon reset. Hein? Parce que mon reset, je veux en fait qu'il retourne à 0. Et si je veux avoir quelque chose d'autre, je vais devoir avoir un deuxième bouton qui va incrémenter mon élément. Fait que ici, j'ai le setCount, ben là, ça sera plus 0. Hein? Ce que je vais vouloir faire, c'est utiliser le count plus 1. Avec ça, quand je restart mon application, j'ai le count qui est à 0. Donc si je clique sur Inc, ça l'augmente de 1. Et quand je clique sur Reset, ça me redonne mon 0. Là, quand on est en train de travailler avec ça, souvent, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est être capable de
mettre ça dans un component à part. Hein? Donc, d'être capable de prendre les informations que j'ai ici, pas avoir ça dans mon app principale, mais d'avoir ça dans un component à côté. Fait qu'on va faire ça. On va avoir ici le function counter. Il pourrait avoir des props, mais en ce moment, j'ai aucune information qui va descendre à l'intérieur. Fait que je pourrais, mettons, décider que c'est, mettons, la valeur du compteur initial. Hein? Ça serait des choses possibles. Mais pour l'instant, on n'a aucune de ces informations-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre les informations qui ont rapport. Là, ici, par exemple, il va falloir un petit return. Et là, on veut ça à l'intérieur d'un gentil fragment. Donc, j'ai créé un component qui fait la même chose que j'avais. Fait que là, tout ce qui me reste, c'est de l'invoquer. Quand je repars mon application. Et maintenant, mon counter, c'est maintenant lui qui contient le state. Et je peux le resetter. Là, qu'est-ce qui est vraiment pertinent par rapport à cette modification-là? Puis, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec le state? C'est que si je décide d'en avoir un deuxième, j'ai maintenant deux compteurs. Les deux compteurs vont avoir un state qui leur est propre. Qu'est-ce que ça implique, ça, que leur state leur est propre? Ben, ça veut dire que si j'en incrémente un, l'autre, son state à lui, n'est pas modifié. Hein? Donc, je peux incrémenter d'un bord, je peux incrémenter de l'autre, je peux lui setter. Donc, on a ici un excellent phénomène de réutilisation de code qui me permet de travailler d'une manière qui est vraiment indépendante. Hein? Donc, vraiment de dire, ben moi j'ai fait ça, puis après ça, tu peux l'utiliser où c'est que tu veux, quand tu veux, c'est pas un problème. Bon. Si on veut continuer hein, dans l'expansion de bonnes pratiques, on veut avoir un fichier externe qui va contenir notre counter, dans lequel on va importer notre fonction useState. Et qui va, ici on va, format, document, et qu'on a notre counter qui est maintenant dans un autre fichier. Et après ça, on peut l'importer. Ah oui, effectivement, ici, le bouton est maintenant rendu de ce bord-ci. Whip. Whip. Et voilà, on a maintenant notre application qui est refonctionnelle avec nos deux compteurs indépendants. Puis, on a notre counter qui est dans un fichier externe. Qu'est-ce qui est intéressant de mentionner par rapport à ce qu'on vient de faire là? C'est les subtilités okay, de choses qui peuvent causer problème à moyen long terme par rapport au state. En passant, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas de prendre la parole. On va les regarder. L'utilisation du state.
ici, il n'y a aucune modification directe du state. Donc, j'utilise la fonction setCount. Je vais lire la valeur du count. J'incrémente ça 1, mais ça ici, c'est une évaluation instantanée. Là. Il n'y a pas d'assignation à count. Quand je dis que je n'ai pas le droit de faire une modification à ça, ça veut dire que je n'ai pas le droit de faire count égale quelque chose. Hein? Alright. Ici. Ce que je veux démontrer, c'est l'utilisation différente de ça ici. Exactement ce que je voulais montrer en fait. Là. Donc, en ce moment, on n'est pas en train de modifier count directement, là, qui peut être dans ce cas-ci qui fonctionne, mais on peut avoir des problèmes dans des applications plus complexes. C'est justement ça que je voulais aller regarder avec vous à l'instant même. Ici, il y a une question intéressante. Qu'est-ce qui arrive si le state initial n'est juste pas défini? Ben, ça fait en sorte que c'est undefined. Fait que, en étant undefined, ben, c'est rien. Puis si je fais incrémentation, donc si je fais un +1 de quelque chose qui est undefined, ça me donne not a number. Donc par défaut, si tu mets rien, c'est que c'est undefined. C'est le mécanisme de React. OK. Fait que expliquons pourquoi l'utilisation du setCount +1 ici peut être problématique. OK? Puis pour être capable de comprendre ça, il faut aller un peu dans la mécanique que React utilise pour être capable de gérer les sets des différents states. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en ce moment, notre application est extrêmement simple. Hein? On a juste un state. Le state peut juste changer sur une action d'un utilisateur. Puis l'utilisateur, il va agir d'une manière lente comparé à ce que l'application est capable de calculer à chaque seconde. T'sais. Mais souvent, quand on a des applications plus complexes, quand on a des requêtes qui sont envoyées à des serveurs et ainsi de suite, l'application peut facilement avoir plusieurs gestions d'état à faire à l'intérieur d'un très petit laps de temps. OK? Fait que on ne veut pas déclencher une modification de la page à chaque fois qu'il y ait un nouvel événement qui dit que j'ai changé un état. Ce que ça implique, ça, ça veut dire que quand je fais un setCount, OK, puis que je fais le setCount ici, puis qu'il exécute ce code-là, ça ne va pas changer à cet instant précis-là la valeur du count. Donc, quand on travaille avec les states, une chose qu'il faut se souvenir, c'est que quand je fais un appel au set, la valeur du count ne change pas directement après. Exemple. Je vais faire ici une fonction. Ou est-ce que je le fais direct? Non, on va quand même vous éviter de trop vous perdre. Fait que on va faire ça, puis on va dire handle count. Dedans, on va faire un console.log count. Et je vais faire un console.log count encore. Et entre les deux, je vais faire le setCount. Voilà. Maintenant, quand on va faire notre clic de incrément, on va faire handle count. Fait que je l'écris jusqu'à la fin. Fait que on va regarder ça ici. Fait que si on regarde en ce moment la fonctionnalité, ok, c'est la même là. Hein? Donc quand je clique dessus, ça fait un setCount. Puis quand je clique sur reset, ça met le setCount à 0. Donc
La fonctionnalité est la même, c'est juste que j'ai sorti la fonction et j'ai rajouté des console logs pour voir des choses intéressantes. Allons voir les choses intéressantes. Le principe ici, c'est que je fais un count initial avant de faire mon set count. Je fais mon set count, puis je réaffiche le count. C'est simple, hein? Donc, si le nouveau count incrémente, ben, cette valeur-là puis cette valeur-là devraient être différentes. Si j'en parle, c'est que c'est pas le cas. Boom! Donc, j'ai cliqué sur incrément. Je peux voir ici, là, c'est marqué 1, là. Fait que quelque part, il pense que c'est 1. Mais, pendant qu'il est en train de l'exécuter, les deux informations, OK, c'est la même, là. Le count n'a pas changé immédiatement quand j'ai fait cette count. La gestion des différents événements se fait de manière asynchrone. Ça veut dire que ça va être fait un moment donné, mais on ne sait pas quand. Fait que ça nous apporte un problème intéressant. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive si je veux faire un count qui compte de 2 à chaque fois que je clique? Puis je le fais d'une manière un peu bête, là. OK? Où c'est que je fais ça? Hein, c'est simple. J'ai mon set count, puis je dis ben count plus 1, puis après ça, je refais count plus 1. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais essayer de cliquer sur mes boutons? Et puis en fait, on va être encore plus... on va même mettre des console logs. Juste pour bien voir là, qu'est-ce qui se passe. On essaye ça. Je clique. Ça donne 1 pareil, là. On dirait qu'il n'y a rien qui a changé, en fait, dans mon application. Là. Même si j'ai fait des modifications. Ben là, la problématique, c'est que, comme on l'a vu, hein, le count n'est pas immédiatement updaté. Fait que le count courant reste 0. Puis quand je fais 0 plus 1, ben, ça dit fais un set count, mets-les à 1. Puis après ça, j'ai dit fais un autre set count, mets-les à 1 aussi. Fait qu'en gros, il va l'assigner à 1 2 fois de suite dans le futur. Mais le principe, c'est que ça fait pas 2 différentes valeurs. Fait que là, en ce moment, j'ai forcé la main à me démontrer que c'était asynchrone, là, parce que quand on a des événements qui sont tirés de l'utilisateur, ça va arriver très peu souvent qu'il y a ce genre de problème-là, mais quand on travaille sur une application, il n'y a pas juste des événements qui vont arriver de l'utilisateur. Il va y avoir des informations que tu demandes à des serveurs, il y a des informations qui vont arriver à n'importe quel moment, puis tu ne seras pas en contrôle de quand est-ce que les choses se passent, puis est-ce que tu peux t'assurer que tu as la bonne valeur au bon moment. Fait que là, la question, c'est comment dire, ben, en fait, je veux pas count plus 1. Je veux la valeur à ce moment-là, après que tu aies fait tous les autres événements, tu étais rendu à combien avec ton count? Puis, comment je fais pour représenter ça, OK, avec la fonction? C'est ça que Carl parlait tantôt, là, que ça nous dit de ne pas faire ça. Parce que c'est justement une problématique qui peut arriver. Donc, on a différentes manières d'utiliser la fonction setCount. Donc ici, si on les a... Je peux avoir l'autre version. Je vais vous montrer la documentation. Là. Ça peut être bien quelque part. Ou sinon, aidant directement à l'API. Comme ça. Fait que le set
est capable d'avoir en fait deux versions. Donc la première version, c'est si je lui envoie directement une valeur, il va prendre la valeur, puis il va dire correct, ça va être ça, ta fonction. Mais la deuxième version, ça va être si tu lui envoies comme expression une fonction. Puis une fonction qui a un paramètre. Le paramètre étant la valeur courante de l'élément. Tu vas pouvoir retourner à cette fonction-là notre résultat. Fait que ici, on va le faire en différentes étapes, là, puis on va comme la reconstruire au fur et à mesure pour bien démontrer qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il me faut une fonction qui va prendre un paramètre, puis qui va envoyer la nouvelle version que je veux ultimement avoir. Donc, on va se faire une fonction, puis on va l'appeler addCount. Puis là, on va l'appeler currentCount. Puis ici, on va dire return currentCount plus 1. OK? Fait qu'on a maintenant une fonction addCount. Fait que là, ce que je peux faire, c'est à mon setCount, à place de mettre mon count plus 1, que je sais que c'est asynchrone puis que ça ne marchera pas, je peux mettre mon addCount. Donc le principe, c'est que ça va rester asynchrone. OK? Donc on va voir le résultat. On rafraîchit. J'incrémente. Je peux voir que ça me donne 2. Ça marche, là. Mon double plus, il est fonctionnel. Mais je peux voir hein, que c'est quand même asynchrone. Toutes mes console logs me disent count à ce moment-là, c'est 0. Le principe, c'est que le setCount va comme s'ajouter dans une liste là, hein, qui va dire ben plus tard, tu peux comme faire cette mise à jour-là. En envoyant une fonction, je peux dire ben va checker à ce moment-là c'est quoi la valeur courante. Puis moi, je vais te retourner c'est quoi le résultat après. Fait que si on prend cette version-là, puis on la transforme en arrow function. Hein, donc en ce moment, c'est une fonction, je peux transformer ça en arrow function. Donc je peux dire voici le paramètre de ma fonction, j'ai une flèche, puis quand j'ai une seule instruction et que cette instruction-là est le retour de la fonction, je peux tout simplement écrire ça comme ça. Évidemment, je suis en train de redoubler une affaire, là, fait que peut-être que dans ce cas-là, ça aurait dû être une valeur à part. On va mettre ça de côté pour l'instant. On est vraiment juste en train de démontrer la résolution asynchrone des setCount, ben des sets en général. Et que je peux voir ici que ça fonctionne toujours à chaque fois que je clique. Ça rajoute plus 2. Fait que si je veux être fancy, là, admettons que je veux faire des choses weird, là, je pourrais ici maintenant avoir le plus 1 qui est changé par rapport à ça. Je pourrais mettre des props ici qui me diraient ça va être quoi l'incrémentation. Hein? Je peux commencer à travailler de plein de différentes manières. Mais le set, quand on travaille avec, faire attention, si c'est quelque chose qui a besoin d'être semi-synchrone ou qui ait comme plusieurs informations qui bougent en même temps, ça va être important d'utiliser cette méthode-là où c'est que j'envoie une fonction qui reçoit la valeur comme courante puis qui va retourner la nouvelle valeur. Ça va être aussi vraiment utile quand on va commencer à avoir des objets dans les states. Donc là, on s'est donné une version facile, là, mais si on se donne un objet, à la place, donc là, ça va commencer à créer des erreurs. Là. Fait qu'on va mettre ça de côté pour l'instant. On va dire, quand je reset, je veux le remettre à ça. Avec ça, on devrait au moins être capable de... là, j'ai dit count, fait que ça va être count.count. Fait que là, le principe, c'est que notre variable, c'est maintenant un objet.
C'est simple. Fait que là, ici, si je commence à essayer des choses, comme set count, c'est que je dis de count, ça peut être un, mettons ici, pour changer l'objet, hein, si on reprend qu'est-ce qu'on avait, on pourrait avoir le current count. Puis de celui-là, je vais avoir un nouvel objet qui a count à l'intérieur. Puis ce que je vais avoir comme valeur, ça va être le current count, point count, plus 1. Et ici... J'ai oublié le point count. À un endroit, tu reçois l'objet. Dans l'objet, il y a le point count. Et est-ce qu'il se trompe avec lui, par exemple? Je vais l'appeler... Est-ce que je peux pas juste dire... le current counter? Le current counter, c'est un objet qui a le count dedans. Qu'est-ce que j'ai? J'ai juste pas le droit de le mettre dedans. Ah. En utilisant des accolades, ça fait en sorte que ça pense que c'est le début de la fonction. Ok, ici, on n'a pas le choix d'avoir ça. De même. Puis, fuck you JavaScript. Et voilà. Ok. Fait que ici, on a le même principe. Là, j'ai pas le droit d'utiliser des... En fait, à la place, j'aurais pu utiliser des parenthèses. Je pense que des parenthèses auraient pu aussi faire la même job. Ouais, des parenthèses. Ok. Parce que JavaScript, des fois, il est spécial. Hein, quand on a des délimiteurs qui sont utilisés pour différentes choses, hein, parce que les accolades, c'est autant utilisé pour des blocs de code que pour définir des objets. On a ce genre de problématique. Mais là, ici, en faisant que c'était à l'intérieur de parenthèses, le même principe qu'on évite différents problèmes en mettant le return à l'intérieur de parenthèses, on réussit, on a notre compteur qui fonctionne. Puis on a ici la valeur sans problème. Mais là, admettons que j'ai des choses plus funky. Hein? Donc là, ici, parce que le use state, c'est vraiment quelque chose de qui peut devenir rapidement complexe. Là. Parce que si, admettons, j'ai un nom mis avec. Puis, je veux marquer le nom aussi. Pas de problème. Hein? Ça va très bien entre les deux. On a les deux. Mais, checkez bien ça, quand je clique sur Ink, ça enlève le nom. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je remplace mon objet par qu'est-ce que j'avais, mais là, j'ai créé un nouvel objet qui a juste count dedans. Shit. Fait que là, il faudrait qu'à l'intérieur de mon objet, j'aille le nom
que je mette Hugo. Hein, fait que je pourrais taper name Hugo ici, mais là, ça va bien, j'ai juste 2 propriétés, mais qu'est-ce qui arrive quand j'ai un méga objet là, qui a plein de propriétés à l'intérieur, qui a plein de shit? On avait vu la déconstruction d'objets. Donc, c'est un feature avancé de JavaScript, là, de la même manière qu'on avait la déconstruction hein, d'un objet ici. On peut avoir ici ça. Donc, le 3 petits points avec le nom, ça va reprendre toutes les différentes propriétés. Donc, ça va recopier count, ça va recopier name. Puis, dans la définition d'un élément, si tu as plusieurs fois la même propriété, ça va écraser avec celui qui est comme le plus loin dans la liste. Avec ça, on devrait être capable de garder le Hugo, puis d'avoir les éléments. Donc là, ici, là, je viens de vous démontrer comment gérer tous les premiers problèmes que vous allez avoir quand vous allez construire des applications de React. Là. Faites référence à cette vidéo-ci, là, parce que je viens de vous montrer toutes les pitfalls habituels durant vos premières années d'utilisation de React, vos premiers mois d'utilisation de React. Là. Ça va toujours se passer à cause du state, à cause de la gestion asynchrone du state, à cause de la déconstruction d'un objet, puis d'être capable de le reconstruire correctement. C'est ça ici qui est le gabarit avec lequel on va toujours vouloir travailler. Alright. Fait que on a le state bien en main. On est capable de continuer dans nos différents éléments du cours. On va aller regarder le conditional rendering aujourd'hui. Donc, le conditional rendering, on va effacer ça ici. Attends, je vais mettre ces fichiers-là pour vous, pour que vous puissiez regarder ce qui se passe avec. Comme ça. Puis, on va revenir juste avec notre app. Sans le counter. On a mon app. Tout va bien. Fait que le principe du conditional rendering, c'est en fait, il n'y a pas rien de nouveau. Okay? Donc, il n'y a pas comme un nouveau concept, il n'y a pas une nouvelle méthode qu'on va utiliser. C'est en fait de bien comprendre la capacité des éléments de JSX d'être capable d'être sauvegardés dans des variables externes, ce qui va nous permettre d'avoir des éléments qui deviennent variables dans notre application. Donc, on a le principe initial. OK, on se prend l'exemple. Je vais tout faire dans le même fichier pour qu'on puisse avoir comme une vue plus facile de ce qui se passe. J'ai même plus besoin de ça non plus. On va tout garder. Et maintenant, on est beau. Ah oui, il faudrait que je garde le app.css par exemple. Non, c'est plus beau. On va garder ça beau. Excellent. Donc, on a le user greeting. Fait qu'on peut avoir donc, différents components. Ici, j'ai l'utilisation de props qu'en ce moment, je n'utilise pas, là, mais c'est juste pour démontrer que ces éléments-là, c'est des function components comme on avait vu. C'est des functions, ça retourne du JSX, ça peut avoir des props. Ensuite, on a un premier élément qui va être le greeting, puis qui va retourner conditionnellement, dépendamment du prop, les informations. Fait que la première version du conditional rendering, hein, ça le dit dans son nom, de l'affichage conditionnel. Donc, le principe,
Hein, si on a comme une page de login, c'est comme est-ce que tu es login ou pas. Fait que à l'intérieur, on a l'appel de notre component. Ça nous envoie le isLoggedIn à une valeur false. On utilise ici une constante. Donc, en ce moment, il y a déconstruit, là, mais on pourrait très bien avoir juste notre déconstruction comme on a appris, comme des excellents utilisateurs de JavaScript. Donc, on a la déconstruction de notre props, on a le isLoggedIn, on regarde le isLoggedIn. Si c'est logged in, on retourne le user greeting qui dit welcome back. Sinon, puis en fait, ici on utilise une version, un raccourci là, syntaxique. Là. On pourrait ici dire que, en fait, ça c'est avec un else, puis le return greeting, il va pour de vrai à l'intérieur du else si on veut garder une lignée plus lisible de la chose. Mais ici, ça nous fait un petit peu moins de code. Dire que si tu as juste le isLoggedIn, le return arrêterait tout de suite, ben sinon ça continue. Hein? Donc le else c'est comme implicite ici. Ça c'est dans la gestion d'erreurs, ça arrive souvent des affaires de même. Donc on a le please sign up. Si on change ça à notre true, on a le welcome back. Donc on est capable de voir que l'envoi du props désigne qui c'est qui va être affiché. On peut commencer à utiliser ça dans des boutons à la place, hein? Donc d'être capable de prendre le même principe, puis d'être capable d'avoir des éléments fonctionnels. Ici. Donc, on pourrait utiliser le même principe qu'on a fait ici pour un bouton de login. Hein? Donc, si tu es logged in, tu vas afficher ce bouton-là. Puis, si tu es logged out, tu vas afficher ce bouton-là qui est le bouton logged out avec une propriété quelconque. Mais on est capable de avoir quelque chose d'un petit peu plus convivial, de ne pas avoir besoin de multiplier les différents components. Parce qu'ici, la taille de qu'est-ce qui se passe, des fois, on va avoir trop de components un petit peu partout, puis on ne veut pas avoir à gérer tout ça. Donc, il manque un F. Donc, le principe ici, ça va être notre composant principal. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est, à place d'avoir le retour de quelque chose qui serait à l'intérieur d'un autre élément, ben, je peux avoir ici l'élément qui va être assigné à une variable intermédiaire. Donc, le principe ici, c'est que quand on commence notre login control, quand on commence notre component login control, celui-ci va avoir des instructions qui vont être exécutées avant d'arriver au return. Donc, il va être capable de détecter qu'est-ce qui se passe, voir, OK, est-ce qu'on est en train de travailler ou pas avec, puis de présenter l'information de la bonne manière. Donc, on a ici le greeting qui va être utilisé, puis après ça, on a notre bouton. Donc, je peux changer maintenant mon affichage avec le login control. Il faudrait que je rajoute le useState. Excellent. Donc, on rafraîchit ça. Puis, on a maintenant un bouton avec le greeting. Puis, maintenant, la valeur qu'on envoyait de manière directe, on a maintenant mis ça dans un state qu'on va être capable de gérer pour dire si tu le changes, ça se fait directement. Donc là, encore une fois, si on veut optimiser ça, là, parce qu'à chaque fois que je vois du code React, j'aime ça vous montrer les différentes méthodes, les meilleures procédures.
Donc, puisqu'on a quelque chose qui est seulement utilisé une fois, on pourrait très bien ici avoir une fonction, un arrow function, qui prendrait directement l'élément. Hop. Puis, on pourrait faire la même chose. Voici. Enlever ça. Et on a la même fonctionnalité qu'on avait. Donc, le principe, c'est que quand je clique sur le bouton, ça change le isLoggedIn, qui fait en sorte que le state change. Quand le state change, ça change mes différentes informations. Quand ces différentes informations-là changent, ça change mon affichage. Encore une fois, hein, quand je fais le state, le set, pardon, c'est de manière asynchrone. Mais en ce moment, le asynchrone, comparé à mon clic, il est presque imperceptible. Okay? Parce qu'on dit que c'est asynchrone, là, mais c'est genre quelques millisecondes plus tard. Là, hein? Donc, c'est pas un problème pour la perception humaine. Si on veut garder la même lignée d'idées, on peut y aller avec ce qu'on a fait ici. Là, hein? C'est des petits user greeting, is logged in, blablabla. Ben, on peut reprendre ces informations-là à l'intérieur d'ici. Donc, on pourrait avoir un deuxième let message. Puis, je pourrais avoir ici ce if-là qui change mon message. Il nous faut le else, par exemple. On peut enlever le restant. Hein, fait qu'on a maintenant ça ici, puis à la place du greetings, je peux tout simplement avoir le message. Je regarde mon application. Il n'y a rien qui change dans la fonctionnalité, mais j'ai maintenant un component de moins, okay, qui faisait rien de vraiment pertinent, que je n'allais pas réutiliser, qui était seulement utilisé pour cette page-là. Puis c'est maintenant tout intégré à mon login control. Bon, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Hein? Donc, on a la possibilité, par rapport à cette appellation-là, on avait vu les opérateurs terniaires qui me permettaient de faire des choses intéressantes avec ça. Donc, je peux simplifier ça à une seule ligne. C'est des choses que vous allez voir souvent dans les choses de React. Donc, on avait vu que je peux regarder le isLoggedIn. Je demande est-ce que c'est vrai ou pas. Si c'est vrai, je retourne le user greeting. Sinon, je retourne le guest greeting. Puis, j'ai plus besoin de ces lignes-là. Puis, je peux faire la même chose avec mon bouton. IsLoggedIn. On va enlever ça. Habituellement, on le met au même niveau. Oups. On comprenne bien quand même qu'est-ce qui se passe. Mais avec ça, on est rendu avec un login control qui rentre à l'intérieur de mon écran. Puis en fonctionnalité, on n'a rien perdu. Donc le conditional rendering, c'est d'être capable de penser à quand je suis en train de construire mon application, je peux avoir différents éléments qui vont changer au cours de mon application, qui va dépendre
de qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de contrôler. OK? Donc, c'est pas juste des valeurs booléennes. Hein? Mettons que tu as un user, tu pourrais avoir comme le statut de ton user, puis te dire, ben, est-ce qu'il est admin, il est dans un groupe privilégié, c'est dans un groupe privilégié, mais là, on dit le admin dashboard. Donc, il y a plein de possibilités qui arrivent avec ça. On a aussi, pas la bonne page, l'utilisation du... ah ben, tu vois là, c'est exactement ce que j'ai dit. Et puis, on a aussi la possibilité d'avoir des éléments qui sont nuls. Hein? Donc, quand c'est nul, ça va juste pas afficher. Donc, des fois aussi, tu peux avoir des éléments qui vont juste retourner nuls à la place et ne seront juste pas dans l'affichage. Quand tu as des choses qui sont nulles, hein, on n'oublie pas l'opérateur de coalescence avec les deux points d'interrogation. Donc, quand quelque chose est nul, tu peux avoir quelque chose qui est nul au début, puis qu'il y a quelque chose à dire, ben là, ça devient quelque chose d'intéressant dans ton programme. Alright. Et ça, c'est qu'est-ce que je voulais dire sur les le conditional rendering. Je pense qu'on est bon pour une petite pause. Donc, on va se donner un petit 10 minutes de pause. On va revenir à 7h10 pour continuer dans nos épopées. Fait que, juste un petit message avant de partir. On va dire comment ça va. On va marquer... ça va bien? Ça va mal. Ça va ish. Fait qu'on peut donner des thumbs up pour celui-là qui nous parle. Excellent. Fait que petite pause, 10 minutes.
Alright. On est de retour. Donc, on va continuer dans notre travail avec React. On vient de voir le conditional rendering et on va continuer avec les listes. Donc, pour les listes, donc on peut se mettre de l'autre côté. On revient au minimum. On est bon. Donc, le principe des listes va nous permettre de prendre plusieurs éléments puis être capable de les afficher tour à tour à l'intérieur de notre application dans React. Donc, pour être capable de travailler avec ça, il va falloir premièrement comprendre l'utilisation du map en JavaScript pur. Donc, ici, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez besoin d'une explication du map ou c'est quelque chose que vous connaissez tous? Est-ce qu'on explique le principe de map? Donc, s'il y a quelqu'un qui fait des thumbs up là-dessus, ça veut dire qu'on l'explique. Excellent, on explique. Donc, le principe du map, c'est d'être capable de prendre un tableau, puis d'être capable de modifier chacun des éléments du tableau, puis de créer un nouveau tableau avec les différentes valeurs des modifications. Fait que le principe fondamental, si on fait un petit peu de pur JavaScript, là, donc si j'ai... Enfin, on va le faire dans un fichier à côté. On va appeler list.js. Puis à l'intérieur, on va se partir ça. Puis si je fais un console log de numbers, sauvegarder ça, je vais me partir une nouvelle console. Je vais aller dans mon dossier source, puis je vais faire juste un appel de la fonction. Donc là, on revient à notre premier cours, là, juste qui travaille sur les principes de JavaScript pur. Donc, ce qui peut arriver souvent, là, c'est quand j'ai ce genre de problème-là. Enfin, on va faire let. C'est une fonction, fait que c'est pas très grave, mais le principe est quand même là. Donc, on peut très bien avoir la book for qui va chercher numbers et qui va faire ça ici. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça. C'est add. Je me trompe tout le temps entre... On va aller checker ça. Push. OK. Comme append, add, push, ça dépend de quel langage tu es en train de travailler. Si fais attention, Fred, ton micro est ouvert. On voit que c'est pas facile pour tous. Je suis désolé. J'espère qu'il va bien vivre. Je suis sûr que s'il apprend React, il va aimer ça. Donc, on a l'exemple suivant où on aurait ce genre de manipulation à faire.
Donc, admettons ici, je veux prendre tous les éléments, les multiplier par 2, puis avoir un nouveau tableau qui va être capable de faire ça. Hein? Donc, ce genre de manipulation-là, puis ça peut être différents types de manipulation, là, où c'est que je pourrais avoir ici, à la place, puis là, je pourrais avoir le signe de dollar, ok, element. Je peux transformer mon tableau, hein, d'un type à un autre, là. OK? Donc, le principe, c'est que j'ai un tableau d'éléments initial et je veux un nouveau tableau de même taille qui va avoir besoin des informations de chacune des cases du premier tableau pour influencer chacune des cases du deuxième tableau. Donc, cette prémisse-là revient extrêmement souvent en programmation. Fait que pour s'aider, il y a des fonctions qui ont été créées pour être capable de gérer ce problème-là d'une manière plus facile et conviviale. La fonction map, c'est une fonction qui peut être invoquée de n'importe quel tableau. Okay, donc, de n'importe quel array. Donc, ça existe dans la majorité des langages de programmation. Là. Donc, si vous tombez sur ce genre de problème-là, allez chercher votre version. Donc, le principe, c'est que c'est une fonction qui va prendre une fonction, puis comme fonction, ça va être la méthode de modification. Fait que ici, si j'ai une fonction qui aurait modif, puis là, je pourrais dire mon élément, puis là, à l'intérieur, je pourrais dire return e fois 2. Ben, pour avoir mon new numbers, en fait, ça va être new numbers, ça va être égal à notre numbers.map, puis je vais pouvoir prendre modif. Et je peux voir ici que mon new numbers a effectivement les éléments, ça fait en sorte que je peux enlever cette boucle-là, là, qui a plein de stuff dedans. Hein? C'est toutes des choses qui se font automatiquement avec le map. Puis là, si on prend nos connaissances de arrow functions, ça fait en sorte que je peux avoir des choses qui ressemblent à ça. Puis j'ai plus besoin de cet élément-là. Fait que j'ai pu prendre qu'est-ce que j'avais fait dans une dizaine de lignes de code, puis j'ai pu le mettre à l'intérieur de 80 caractères avec le map. Encore une fois, le principe, c'est que là, ici, je fais une modification qui permet d'avoir le même type de retour, mais si je veux, je peux très bien avoir eliminate une version qui va changer le contenu, okay, ou le type d'élément à l'intérieur. Donc, ici, la question, c'est bon. Donc, c'est bon pour le map. On met des thumbs up. Si c'est bon maintenant qu'on comprend le principe de map, on va faire quelques autres petits exemples. Voilà. Tout semble beau. C'est correct. On est tous à la maison. Moi, j'ai un chien qui jappe une fois de temps en temps. Je suis certain que t'es pas le seul avec des petits bambins. Ce n'est pas un problème. C'est pour ça qu'on enregistre aussi. Fait que le principe, c'est quand on travaille avec React, puis qu'on a une valeur, je peux utiliser la fonction map pour générer un tableau d'éléments JSX que je vais pouvoir insérer dans mon application. Donc, le principe, c'est que je peux prendre qu'est-ce qui a été fait ici, puis être capable de le représenter
avec un map. Ici, faire document. Ici, on peut très bien mettre ça juste sur une ligne. Donc, avec ça, on peut voir ici que j'ai créé un élément de JSX. Hein, donc, j'ai ma liste de numbers, je fais mon numbers.map, puis à l'intérieur, j'ai la valeur initiale, hein, mon E. Je vais écrire E ici, ça ferait la même chose. Mais je l'entoure d'un LI, ça fait un élément JSX. Donc, je peux avoir à l'intérieur de mes évaluations des tableaux d'éléments JSX. Puis lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste les faire un après l'autre. Donc, quand React essaye d'afficher des tableaux, il va juste parcourir chacun des éléments, puis il va juste les afficher tour à tour, quand c'est des éléments qui sont des JSX. Fait qu'on peut avoir la modification. Puis ça devient, OK, de 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Là, par contre, on voit qu'on a un warning qui apparaît dans notre console qui nous dit Each child in a list should have a unique key prop. Wemap, c'est extrêmement puissant quand tu découvres ça la première fois. Fait que quand on travaille avec les différents nombres, on a besoin d'aider un peu React à travailler avec. Parce que, hein, on avait dit que React fait la gestion de qu'est-ce qui a besoin d'être mis à jour ou pas. Hein, donc, c'est ça le principe de React. On veut que ce soit efficace dans notre application. On a aussi dit qu'on ne veut pas que React prenne le temps de afficher, ben, si on fait juste changer une petite affaire, je ne veux pas que ça prenne le temps de réafficher un paquet d'affaires qui n'a pas changé. Donc, la problématique, quand on travaille avec des listes, hein, puis des tableaux, c'est que quand on change une information, React n'est pas conscient de qu'est-ce qui a changé ou pas dans le tableau. Donc, par défaut, il va falloir qu'à chaque fois que, mettons, que je change juste une valeur à l'intérieur, que lui, il réimprime le tableau au complet dans mon affichage. Puis ça peut causer des problèmes de performance. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas causer de problèmes d'affichage? Lui, ce qu'il va nous demander, c'est que on a dit que le map, hein, marche parce qu'on a un élément JSX. Donc, tous les éléments JSX qui forment des listes peuvent avoir une propriété additionnelle qui est le key. Donc, une propriété, un props, OK? Donc, le props, on a le key property qui doit être présenté. Donc, le principe ici, c'est que ça va être une valeur qui va être unique pour l'élément. Donc, dans ce cas-ci, je peux tout simplement utiliser, OK, littéralement la valeur. Oh, pourquoi j'ai dit 3? Hein? Là, quand je rafraîchis, je peux voir que j'ai plus de warning, ça va bien. Mais là, qu'est-ce qui arrive dans le cas où, là c'est facile, hein, j'ai tous les mêmes nombres. Mais qu'est-ce qui arrive si c'est pas une liste si homogène, puis on commence à avoir des valeurs qui sont identiques à l'intérieur. Là, ici, on peut voir, il y a un warning qui me dit « Oh yo buddy, tu me donnes des clés, là, puis j'ai eu 2 fois la clé numéro 2. » Là. Fait que c'est pas très nice. Ici, en passant, les principes de clés, là, à cause que c'est en JavaScript, puis à cause que c'est relié au DOM, puis à cause que c'est relié au HTML, ultimement, la clé va être convertie en chaîne de caractères. Fait que si, mettons, tu as des noms uniques, ou mettons, un code permanent, ou une plaque d'immatriculation, ça peut directement être la clé. Okay? Tant que c'est unique, mais c'est pas obligé d'être une valeur numérique. Fait que quand on a la problématique de ouais, ben ça se peut qu'on a plusieurs valeurs qui ne sont pas uniques,
qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre fonction map, puis on va aller chercher une fonctionnalité additionnelle de map. Parce que map, la manière que ça marche, il y a de la versatilité, il y a de la configuration. On peut voir ici, bon, comment ça marche, la syntaxe. Hein? On a le new array, on a le array.map, parfait. On a la fonction de callback, hein? Donc c'est ça ici qu'on est en train de créer, la fonction de callback, la fonction qui va être invoquée pour chacun des éléments. Puis on peut voir ici que cette fonction de callback-là va avoir le current value, hein, que ici on a appelé E. Ben là, ici, on peut voir qu'il y a des éléments qui sont entre crochets. Puis les éléments entre crochets, qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique qu'on peut avoir plusieurs autres paramètres, mais qui sont facultatifs. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de les utiliser si c'est pas nécessaire. Donc, c'est quoi ces deux éléments optionnels-là? Donc, je peux avoir l'index, okay, l'indice auquel je suis rendu. Ben, ça, c'est pas mal certain que ça va être toujours unique. Puis, on a aussi le array total. Donc là, en ce moment, on est en train de travailler sur un élément. Mais qu'est-ce qui arrive si j'ai besoin de travailler sur l'élément suivant, l'élément précédent, ou si j'ai besoin de savoir tous les éléments du array? On a différentes versions de la fonction. Fait que je peux ici modifier mon arrow function pour dire, moi je vais prendre celui-là qui est l'élément et l'index. Et je vais pouvoir utiliser l'index. J'y arrive. Donc il y a des lacunes, ok, c'est pas parfait. On rafraîchit, tout va bien. Fait que là ici, l'élément, hein, celui-là a l'index 1, celui-là l'index 2, l'index 1, l'index 2. Cette fonction-là, comme Alexandre a mentionné, a une lacune fondamentale. Là, ça marche bien tant que la chose que je modifie reste au même endroit. Parce qu'admettons que je viens insérer une information, ou sinon si je viens déplacer un élément, ben là, l'index, il va juste changer comme celui-là qui était problématique. Puis les autres, ils vont penser qu'il n'a pas changé parce qu'ils ont le même indice. Donc, il faut faire attention, ok? C'est pas d'utiliser l'élément d'index, c'est pas quelque chose qui règle tout. Ça règle une version de la problématique. Il faut être très conscient de c'est quoi la problématique courante. La liste, elle va avoir de l'air de quoi? Est-ce qu'elle est statique? Est-ce qu'elle est dynamique? Est-ce que les valeurs changent à l'intérieur? Est-ce que je rajoute des éléments à l'intérieur? Donc, tous ces éléments-là, il faut faire attention avec qu'est-ce qu'on est en train de faire. Parfait. Pas mal ça pour les listes et les clés. On va dealer sur un dernier petit élément, très rapidement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là, sur les formulaires. Donc, pour les formulaires, on va avoir donc le principe de formulaire initialement en HTML. Le principe, c'était tu rentres des informations dans la page, tu cliques sur un bouton, puis les informations vont être envoyées à un serveur externe qui va te répondre avec une nouvelle page. Donc, dans les principes de formulaire, c'était toujours un changement de page qui me permettait d'avoir des nouvelles informations par rapport à la requête que j'avais envoyée. Là, on est en train de travailler dans un monde où le JavaScript fait des changements de manière dynamique dans la page. On ne veut pas changer de page. Donc, dans le même principe que quand on va voir que les formulaires, ils restent semblables, mais on va essayer de charcuter toute la mécanique de base des formulaires, puis de rentrer qu'est-ce que moi je veux faire à la place à l'intérieur de ça. Fait que ici, on va avoir un exemple de à quoi ressemble un formulaire à l'intérieur de React. Donc, le principe de formulaire, c'est un principe HTML. Là. Il n'y a pas rien de spécial à l'intérieur.
Fait que on a le formulaire, on a les labels, on a les inputs, tout ça c'est les mêmes principes, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous les éléments qui ont rapport, je sais pas ce que tu veux dire par master page. Fait que si tu peux être plus précis dans ta description de qu'est-ce qu'un master page. Ou est-ce que tu parles juste d'un template qui comme a des éléments à l'intérieur? C'est ça que tu veux dire? Parce que si oui, totalement, là, le principe des components, c'est littéralement ça. Là. Tu peux avoir un component qui va parler de ton élément du haut, un component qui va parler de l'élément du bas, un component qui va parler de ta barre à gauche. Ouais, c'est ça. Là. Une page où c'est qu'à l'intérieur, tu as du stock à l'intérieur. C'est une prémisse de React. Là. On va aussi voir comment on va parler de routage. Mais oui, le principe, c'est que puisque c'est tout des components, hein, tu peux avoir des components dans des components dans des components. Il n'y a pas. C'est pas une grande problématique. Mais il y a aussi des principes de routage qui sont disponibles dans d'autres librairies. Okay? Donc, il y a du React Router là, qui te permet de faire des choses qui sont semblables à ça. OK. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Oui, on est en train de regarder à l'intérieur d'un formulaire. On va regarder son fonctionnement, puis après ça, on va regarder comment ça a été fait. Fait que je mets un nom, clique sur Submit, puis ça me donne un nom qui est dans l'alerte. OK? Donc, on a réussi à faire ça avec le formulaire. Pour être capable de faire ça, ben, bon, il va nous falloir un state hein, pour gérer qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui change. On a notre formulaire. Quand on va avoir le bouton Submit, hein, parce que le bouton Submit, c'est un input de type Submit qui habituellement l'envoie à une page quelconque. Ben, ici, on va venir intervenir dans cet envoi-là habituel où on va avoir notre onSubmit avec le S majuscule parce qu'on a React, qu'on va avoir notre appel de notre référence de fonction. Hein, donc, entre accolades, on a le nom de notre fonction. Puis à l'intérieur, ça ici, c'est une fonction JavaScript. Okay? Donc, le submit event, c'est un événement rédigé dans la norme okay, du web. Donc, c'est une fonction qui reçoit un paramètre qui est l'événement. Fait que là, on peut faire notre code. Puis, extrêmement important, on va vouloir utiliser la méthode preventDefault de notre événement. Ce que ça va permettre de faire, ça, c'est que ça va permettre de arrêter l'utilisation normale du formulaire puis du submit. Hein, parce qu'on a dit que par défaut, le submit, ça laissait nous envoyer à une autre page. Fait que si j'enlève cette ligne-là, quand je vais cliquer sur submit, ça me renvoie à une autre page. On peut voir ici que okay, j'ai cliqué sur submit, ça clique OK, puis ça le rafraîchit la page. Fait que je perds l'information qui était dans ma boîte. Donc, toujours faire attention, quand tu utilises les formulaires avec le Submit, tu veux toujours avoir le preventDefault qui est disponible. Deuxième élément qui est important quand on travaille avec les formulaires, si on a d'autres types d'input, okay, ou sinon des menus déroulants, n'importe quoi, on va vouloir, okay, encore une fois, charcuter le fonctionnement normal, puis venir l'accrocher à React, l'accrocher à l'utilisation de notre state. Donc, on a ici le texte qui a le value puis le onChange. Ben, pour chacun, on va venir l'accrocher à notre state et à une fonction qui va venir travailler sur le state. Encore une fois, le onChange comme le onSubmit, c'est un événement dans les définitions du web. Là.
Donc, c'est un appel à une fonction qui a un paramètre qui est l'événement. Puis si on veut avoir comme la valeur de ce changement-là, on peut aller ici dans le Event Target Value. Donc ici, mettons, on cherche là. Je veux dire. Celui-là. Je vais voir. Unchange, il est où? Faudrait aller voir dans le. On l'a. C'est marqué quelque part, là, mais mettons, vous allez devoir me croire sur parole, ce coup-là. Donc, le principe, c'est qu'on a l'event, puis c'est dans l'objet event, on a le .target.value qui me permet d'aller chercher les différents éléments qu'on a besoin. Donc, on est capable de, en gros, quand je tape à l'intérieur, si je regarde dans mon component, dans mon nameform, je peux voir que quand je modifie des choses, le state travaille avec. Donc, le state est mis à jour, c'est lui qui va faire la gestion des différents éléments. Donc, dépendamment de qu'est-ce que tu es en train de faire, tu as toujours le même principe, là, okay, que ce soit un text area, que ce soit le select pour un menu déroulant. Donc, tous les principes, c'est toujours les mêmes. On a un state qui va faire la gestion de la valeur pour être capable d'être utilisé ailleurs dans mon application React. Oui, exactement. Ben, NGModel le fait de manière un petit peu plus conviviale. Là. Ici, il faut comme tout mettre la mécanique manuellement. Il existe des librairies, ok, qui permettent, des librairies de React, là, qui permettent de essayer de te faciliter la vie, mais c'est pour comme des choses qui ont beaucoup de formulaires, qui ont besoin de beaucoup de travail de ce côté-là. Donc, pour les genres de choses que moi je vais vous montrer, c'est pas quelque chose qu'on va aller regarder, mais si vous allez sur la page de Forms, il y a des exemples de d'autres librairies, ou si vous cherchez React Forms, le principe c'est qu'il va y avoir plusieurs librairies à votre disposition pour aller vous montrer qu'est-ce qui se passe. Excellent. Donc, ça fait le tour des choses que je voulais voir avec vous aujourd'hui. On peut maintenant passer à notre petit exercice de la soirée. Donc ici, le principe, c'est d'être capable d'avoir une application qui te permet de choisir ton Pokémon favori, puis qui va changer une image par rapport à cette information-là. OK, donc dans celui-ci, ça va nous permettre de travailler sur les events, OK, sur la gestion d'état, sur le conditional rendering. Donc, avec ces éléments-là, on devrait être capable de construire cette application-là. Tu peux même travailler sur les listes avec les éléments qui sont à l'intérieur ici. Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ça? Donc, à l'intérieur, je vous donne dans le dossier public, les différentes photos sont déjà préétablies. Donc, si vous voulez savoir comment afficher les choses, tu peux toujours aller voir dans l'application de React de base. Il y a une image de React qui est utilisée. Donc, vous pouvez aller regarder comment eux autres ils importent l'image pour faire afficher l'image dans votre application. Puis, le principe, c'est essayer de le faire. Puis, après ça, essayer de le faire avec deux components différents. Un pour la sélection,
puis un deuxième pour l'affichage de l'image. Donc, cette deuxième version-là, ça va nous apporter à notre sujet de la semaine prochaine, qui va être le liftage du state dans React. Donc, c'est ça qu'on va regarder la semaine prochaine. Mais sinon, vous pouvez travailler sur cet exercice-là. Excellent. Donc, le restant de la période peut être utilisé pour essayer de faire cet exercice-là. La semaine prochaine, on va le corriger. Malheureusement, contrairement à l'habitude, je ne pourrai pas rester avec vous. Je souffre un peu d'une tendinite en ce moment et je dirais que j'ai un peu de misère à rester à mon bureau. Donc, pour l'instant, je vous laisserai travailler, puis on reviendrait la semaine prochaine pour être capable de regarder ça ensemble.